Bonjour à tous, c'est Lies et Kadi et vous êtes sur Fréquence 6, le podcast qui aborde des sujets de société à travers la pop culture. Salut les Frequencies! On est reparti encore une fois, vous nous avez connus sous un format différent, voilà. Mais cette fois-ci, on vous assure que c'est la bonne, n'est-ce pas Lies? Vraiment comme never change, we're back. On est vraiment prête là, Back c'est and bon. better. On a beaucoup bossé pour vous. Ouais. C'est ça, et c'est vrai qu'on trouvait intéressant d'allier nos forces. C'est vrai que ma force à moi, c'est tout ce qui est l'analyse du visuel, de la mode, de l'esthétique. Et toi, tu as une grande force en ce qui concerne l'analyse journalistique. À deux, on est complémentaires. Oui. Et ça fait une très belle synergie. Ouais, complètement. Et puis, c'est vrai qu'on trouvait ça aussi intéressant, prendre les sujets qu'on va traiter par le biais de la pop culture, C'est ça. mais plus particulièrement du cinéma, de la littérature, c'est déjà s'attaquer à nos passions, parce qu'on est toutes les deux passionnées par tout ça. Mais aussi, toutes ces choses-là, le cinéma, la littérature, la pop culture dans sa généralité, c'est un domaine qui est gorgé de sujets qui peuvent parler aux femmes afrodescendantes comme nous, aux femmes en général, mais surtout aux femmes afrodescendantes auxquelles on peut s'identifier, qui s'identifient aussi à nous. Complètement. Et pour nous, c'était intéressant de le prendre par ce biais-là. Donc voilà, on est très contente de ce qu'on a travaillé. Et puis, je pense que vous allez kiffer. Et puisque vous kiffez déjà d'ailleurs, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. C'est important. Et un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu le retour avec tous les messages pour Five Frequencies. Vous nous avez donné de la force, ouais. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de Sinners. Un film qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année 2025. Complètement d'accord. D'ores et déjà. Voilà. L'année n'est pas encore terminée, hein, on le sait. Mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur film de l'année 2025. Est-ce que tu veux faire un résumé, Lies, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ? Complètement d'accord avec toi. Alors, on va essayer de ne pas trop spoiler. D'accord ? Donc, avec Sinners, Ryan Coogler nous signe un opus audacieux. Donc, il a mélangé les codes du gangster, du fantastique avec des vampires, tous amateurs de blues. Donc, rien que ça. Tout ça plongé dans le sud profond des États-Unis. On est en 1932 à Clarksdale, dans le Mississippi. Et donc, c'est le berceau du blues, tout simplement. Une terre aussi imprégnée, marquée par la ségrégation raciale. Donc, le pitch, on a Smoke et Stax, qui sont donc des frères jumeaux. Royal interprétation par Michael B. Jordan lui-même. Et donc, ce sont des anciens combattants donc de la Première Guerre mondiale. Qui reviennent au pays, donc monter leur club de blues après avoir fait un braquage, c'est ça ? C'est ça. Et en gros, les deux personnages sont pas très commodes. Hein, ouais. Exactement. Donc, on est sur des bad boys et des guerriers, vrai de vrai. Et donc, ces deux soldats-là, comme vous le savez, plein d'ambition, mais chez Coogler, la réalité sociale va les rattraper. Ça va rattraper leurs rêves. Et le mythe, du coup, prend le pas sur le réel. Ok. Eh bien, c'est parti pour la rubrique analyse esthétique et culturelle de l'IS. C'est parti. Donc, l'objectif de ce film, c'est de nous plonger en fait dans cette atmosphère du Mississippi des années 1930. Et c'est pari réussi. On a l'atmosphère très rurale, beaucoup de bois, la lumière, ocre, tu vois, des champs, des champs de coton. Oui. Très réussi aussi. Les routes de terre rouge qui viennent soulever toute la mémoire d'un peuple. Et cette atmosphère-là, elle est soutenue par une ambiance mystique, très charnelle. Oui. C'est ce que moi, j'ai ressenti en tout cas. Et au départ, donc, on commence avec une scène où le cousin des jumeaux, il quitte l'église, laissant derrière lui du coup son père pour aller rejoindre ses cousins et suivre cette aventure-là pour créer l'établissement, le club de blues. Et donc, il y a une grande lumière blanche, on sent que c'est un ton très solennel et prophétique. Et à ce moment-là, on démarre l'aventure, le voyage commence. Et donc, tout s'assombrit, tout s'intensifie. On a une palette de couleurs qui part des tons très chauds. Une lumière diffuse dans la ville de Clarksdale. Et les scènes principales du film, elles vont avoir lieu dans l'établissement même, du coup, de ce club de blues où la lumière est très tamisée. On sent la poussière, tu sais, la moiteur, la sueur. Le côté même charnel dont tu parles, on le retrouve beaucoup. Exactement. Dans le club. Le grain de l'image, en tout cas, de la pellicule, il souligne toute cette intimité-là. On sent que c'est cette atmosphère-là chaleureuse, qui est très typique des clubs de blues de l'époque. C'est un exutoire, c'est chaleureux, c'est voilà.
On sent très très bien cette atmosphère-là. Et les costumes, les accessoires, très symboliques pour le coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais côté style, on a Michael B. Jordan dans le personnage de Smoke qui porte une montre. Donc une Ilgin, c'est pas n'importe laquelle. Elle est discrète, mais elle est chargée de sens. Donc c'est la trench watch. Ok. Trench watch, littéralement la montre de tranchée en français. Si vous voulez, c'est un accessoire porté par les soldats pendant la Première Guerre mondiale. En réalité, ça marque le passage de la montre de poche pour les hommes à la montre bracelet. Donc c'était stratégique pour s'organiser dans les attaques, etc. Donc en tout cas, en termes de... Culturellement, la montre de poche est vraiment passée à la montre bracelet à partir de la Première Guerre mondiale. Donc c'est plus qu'un petit accessoire, c'est un vrai marqueur temporel et du coup qui nous rappelle en fait le passé des deux soldats, des deux jumeaux tout au long du film. Donc voilà. Et je savais pas. Moi, tu m'apprends quelque chose. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert ça et je trouvais que c'était intéressant de le noter, en tout cas pour l'histoire côté mode, côté style. Ce que tu me disais, c'était que juste avant cette période-là, les ce sont les femmes. Ce sont les femmes exactement qui portaient des montres bracelets. Okay. Les hommes étaient plutôt montres de poche dans leur costume bien taillé, tout ça, très ajusté. Et donc à cette période-là, on est passé à la trench watch, donc au départ la montre de tranchée. Et du coup, Elgin, qui est un des horlogers de l'époque. Et donc, côté costume, ils sont ni plus ni moins signés Ruth Carter. On la présente encore. Est-ce qu'on présente encore cette dame ? Mais oui. Elle est donc la costumière. Celles qui ne la connaissent pas, bien sûr. Elle est costumière oscarisée, qu'on connaît pour sa très belle carrière et son travail qu'on compare à un véritable musée d'archives. Donc, à travers son travail, cette dame-là, elle est connue parce qu'elle exprime son amour pour l'histoire de son peuple. Et on se souvient donc des magnifiques costumes royaux dans Black Panthers. Oui. Voilà, donc cette fois encore, elle réalise un travail minutieux, un travail grandiose, approfondi et c'est méthodique. Ouais. On a dans une très belle interview réalisée par Essence Magazine, elle raconte sa vision en fait. Donc comment est-ce qu'elle fonctionne ? Elle part en fait de beaucoup d'archives. Elle se nourrit d'énormément d'archives. Donc elle s'appuie sur un travail de recherche historique dans un premier temps, donc des documentaires photographiques, qui viennent retracer en fait le parcours des populations noires de l'époque. Elle s'appuie sur donc beaucoup d'ouvrages. Elle raconte qu'avec Ryan Coogler, ils se sont partagés beaucoup de références littéraires. Okay. Et pour ce qui est des documentaires photographiques, je vous invite à découvrir les photos de Eudora Welty. C'est vraiment un splendide reportage photo. Ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir sur Internet. C'est fantastique, son travail est vraiment beau. Pour ceux qui sont vraiment fans de cette esthétique de cette époque-là, oui. Le travail est juste magnifique. C'est un très très bel héritage. Donc voilà, elle est même partie consulter des historiens spécialistes universitaires des questions spirituelles. Donc tout ce qui est hoodoo, voodoo, je m'y connais pas trop, mais en tout cas ça donne envie de rattraper parce qu'elle fait vraiment honneur à la culture à travers sa démarche qui est très très noble. En tout cas, pour une costumière, elle nous... elle a été au bout des choses. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Elle a respecté le cahier des charges. Donc, il s'entoure vraiment des meilleurs pour le coup, Coogler dans son travail. Et finalement, ce qui rend les costumes aussi authentiques, c'est le détail imparfait qui traduit donc la condition sociale. Elle n'est pas là pour idéaliser. On remarque vraiment le soin et le détail pour les personnages, les figurants du fond. Les pantalons repliés sur le bout, un peu oversize. Et ce sont ces petits détails-là qui logent la vérité, l'authenticité dans son travail. Et donc, globalement, c'est vrai que Ruth Carter, c'est la preuve que le métier de costumière, c'est un travail de mémoire universelle. Ouais, complètement. Donc, elle permet de redonner dignité aux populations qui sont inexistantes, qui sont très oubliées. Et pour ça, on la remerciera toujours. C'était fantastique. En tout cas, moi, j'ai aimé, en tout cas, me focus sur cette interview, c'était passionnant. Oui, et puis d'autant plus que c'est un métier dont on parle pas beaucoup. Complètement. D'ailleurs, c'est ce que j'aime chez les Américains. Souvent, ils mettent en avant
En tout cas, bon, peut-être pas dans les promotions, etc. Mais souvent, on va aller trouver des interviews comme celui que tu as consulté sur Essence, où on va voir tout le travail qu'il y a eu derrière une œuvre. Et ces métiers qui sont quand même très peu valorisés, je trouve, en France. On les met pas forcément en avant. Et pourtant, tu me disais que tu avais rencontré une costumière aussi. Absolument. J'ai eu l'occasion de discuter avec une dame incroyable qui est originaire du Burundi, comme moi, Elisabeth, si tu passes par là, qui est costumière en France. Et voilà, elle me racontait il y a beaucoup de réalité sur ce métier-là. Mais je ne sais pas si on a autant d'occasions, en tout cas dans le cinéma français, de se plonger dans des productions qui offrent un regard qui questionne fait notre identité. C'est vrai. Donc je suppose que voilà, le métier de costumière, je le vois beaucoup associé aux femmes qui sont dans la mode et qui, je suis sûre, ça exige sincérité, grand respect quand on s'attaque à une époque et qu'on l'étudie. Mais c'est vrai qu'on serait très content, en tout cas, de voir en France plus de productions cinématographiques qui permettent aux costumières d'honorer, de retranscrire en fait des histoires comme ça. Que ce soit, je sais pas, sur l'immigration, le parcours afro-caribéen, l'histoire africaine. On en a de plus en plus, c'est vrai. Et voilà, en tout cas, le message de Ruth Carter est hyper inspirant. On va passer à la partie plus journalistique et sociologique de ce film, Sinners. Et moi, j'avais envie de parler de Ryan Coogler en tant que réalisateur. Qu'est-ce qui fait qu'il se démarque, Ryan Coogler ? Parce que c'est quand même un... Je pense que tu voulais le dire un peu plus tard, mais je crois que tu me le décrivais en off comme une figure du soft power. Complètement. On y reviendra plus tard. Mais Ryan Coogler, il m'a fait passer par plein d'émotions à travers ce film. Vraiment, moi, c'est un film que j'ai adoré. Pour la petite histoire, je l'ai vu 2 fois. Alors, je vais vous dire tout ce qui m'a plu dans ce film. Déjà, Ryan Coogler, il démontre encore une fois que la représentation, elle compte. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on martèle tout le temps, tous les jours, voilà, mais on le répète encore une fois, la représentation compte. Et je peux commencer par le portrait de Wunmi Mosaku. Donc c'est l'actrice qui a brillé dans ce film, cette héroïne que Ryan Coogler a choisie pour jouer le rôle de Annie, donc la femme de Smoke. Donc c'est une femme noire dark skin, donc à la peau d'ébène. Elle est originaire du Nigeria. Okay. Elle est par ailleurs curvy, c'est-à-dire qu'elle a des formes. Dans le film, elle est présentée comme finalement celle qui a la solution. Voilà, c'est celle qui, par son lien spirituel avec Smoke, qu'elle appelle aussi Elijah, elle l'appelle par son prénom, à plusieurs reprises dans le film. On sent vraiment sa volonté à Ryan Coogler à travers ce film de redonner déjà ses lettres de noblesse à la femme noire, à mettre en avant son côté spirituel. Bref, en gros, c'est toute la glorification de la femme noire à la peau d'ébène. C'est le concept du Black Love. Complètement. Un concept qui n'existe pas beaucoup en France, on le sait, mais bon, là, on sait qu'on est par la lunette des Afro-Américains. Pas beaucoup à la caméra. Ouais. Voilà. On y reviendra plus tard sur cet aspect. C'est très important, cet aspect spirituel et glorification. Comment est-ce que Annie est présentée dans ce film, voilà son lien avec Smoke, très important, qui va venir déterminer certaines choses. Ryan Coogler, pour moi, il s'inscrit dans le sillon de réalisateurs comme Spike Lee, par exemple. Yes. Parce que sa vision, elle a toujours une portée communautaire, activiste. Son point fort, c'est qu'il connaît son histoire. Il connaît son histoire et... alors là, je vais balancer une petite pique, mais pas bien méchante, mais c'est vrai que dans le cinéma actuel, on a l'impression que ça tourne en rond. Oh yes. Ça fait plusieurs années, on a l'impression que ça tourne en rond. Il n'y a plus vraiment de créativité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres qui sont le fait de remakes. Ce sont des remakes de classiques. Mais rien que des films drôles. Il y a plusieurs années. Ouais. Ce que tu dis, c'est complètement mon ressenti ces dernières années. Je vis au cinéma, les blagues, tout est lourd, tout est surfait. Rarement, je vais quelque part, je vais voir un film et je ris sincèrement, je suis sincèrement surprise et les émotions, elles sont plus aussi intenses qu'avant dans le cinéma. Je me disais, mais est-ce que c'est moi qui n'ai plus de goût? C'est du réchauffé. Non, c'est
c'est du réchauffé. C'est vrai que c'est exactement ce que tu dis, cet effet surprise. Je suis surprise quand je vois une œuvre. On l'avait complètement perdue. Et Ryan Coogler, il nous a ramené en fait à cette surprise. Et pour moi, c'est son point fort, c'est qu'il a toujours quelque chose à rajouter. Hein. C'est pas la première à raconter. Excusez-moi. C'est pas la première œuvre de Ryan Coogler qu'on a vue. Tu parlais de Black Panther tout à l'heure. Ouais. Finalement, il sera jamais en panne de créativité parce qu'il connaît son histoire et il va toujours chercher des éléments. Il la connaît pas par cœur, bien évidemment, mais il est toujours en recherche de quelque chose. Là, il ramène d'autres éléments dans Sinners. Et on sait que dans cette génération, les gens ne connaissent plus vraiment leur histoire. C'est même considéré comme un peu has-been. Complètement. De connaître son histoire en tant qu'afro-descendant ou en tant qu'afro-américain. Je pense que c'est un petit peu aussi ce message que Ryan Coogler il a voulu complètement. envoyer à travers ce film. Ouais. Venant d'un Américain, pour moi, je trouve ça très très beau, l'approche, l'humilité avec laquelle il fait ce chemin, cette démarche-là, en fait, d'aller prendre connaissance de l'histoire et des ponts qui relient les Afro-Américains et l'Afrique. Exactement. Et d'ailleurs, c'était le point auquel je voulais en venir. C'est que ce qui fait qu'il conserve sa créativité, justement, c'est ce lien qu'il a en fait avec l'Afrique, ou en tout cas qu'il pense avoir, qu'il veut avoir avec le continent, et qui fait que toujours il est en train de se renouveler d'une certaine manière. Et d'ailleurs, par ses œuvres, Ryan Coogler, pour moi, il fait un pied de nez à la xénophobie présente chez les Afro-Américains. Désolée pour les âmes sensibles que je choquerai par mes propos, mais il y a effectivement une xénophobie, elle est présente dans la communauté afro-américaine. Oui. Il y a un rejet déjà de l'Afrique comme terre de leurs ancêtres chez certains Afro-Américains. Ouais. Et grâce aux réseaux sociaux, ils sont de plus en plus vocales là-dessus. Ils sont beaucoup de plus la en plus jeune génération et tout, oulala. Ah ouais. Et d'ailleurs même, ils rejettent, beaucoup d'entre eux rejettent l'appellation africain-américain. Oui. Ils disent clairement qu'ils n'ont pas d'ancêtres en Afrique et ils rejettent cette appellation pour des raisons qui leur appartiennent. C'est leur histoire, on n'est pas là pour juger ça. Mais il y a une xénophobie, elle est là, elle est présente dans la communauté afro-américaine. Et pour moi, Ryan Coogler, il fait un beau pied de nez à cette xénophobie-là, de bien des manières différentes. Dans Sinners, il y a comme un fil rouge tout au long du film qui relie les personnages, leur histoire à celle de leurs ancêtres. Et pour moi, c'est ce même fil rouge en fait qu'on retrouve dans notre quotidien, en tant qu'afro-descendant ou juste personne de la diaspora. Pour moi, il y a cette espèce en fait de fil rouge. Donc cet aspect, on l'entend notamment dans la musique, dans les instruments. Personnellement, moi, j'ai reconnu la kora, qui est un instrument de mon pays d'origine. Et carrément, enfin, je vais peut-être passer pour une folle, hein, mais bon, déjà, je vais revenir sur cette scène. Cette scène, qui pour moi a été mémorable. Cette scène, incroyable. C'est ma scène préférée du film. C'est une scène où Sammy donc se met à chanter avec sa guitare, donc où on a tout cette évolution en fait de la musique noire. On parcourt en fait l'évolution de la musique noire à travers son instrument. Il a une voix incroyable, une voix perçante, envoûtante, voilà. Et donc voilà, on voit ces différentes scènes, on voit effectivement les ancêtres qui apparaissent, l'évolution de la musique, le hip-hop, etc. Et donc moi, c'est dans cette partie effectivement que j'ai reconnu l'instrument de la kora, et ça m'a limite aidé à comprendre pourquoi mon oreille répond peut-être aussi bien à certains styles musicaux. Complètement, ouais. Comme le hip-hop, comme la soul et tout. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que y a les instruments de tes ancêtres, en fait, dans ces musiques-là. Donc, ce fil rouge, on le retrouve aussi à travers la mise en avant de la culture Yoruba. Donc, je ne sais pas si complètement, t'as capté cet aspect qui est devenu central film. maintenant en termes d'intérêt quand on s'intéresse à l'histoire africaine et l'impact qu'on retrouve sur le continent d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. On va souvent vers... on focus sur la culture Yoruba. Sur la culture Yoruba. Justement, on va en revenir. Donc déjà, pour ceux qui ne sauraient pas vraiment comment la définir, j'ai piqué la meilleure définition que j'ai trouvée sur le site al.b. La philosophie Yoruba tente, comme beaucoup d'autres, d'expliquer les causes et la nature des choses affectant l'univers matériel et spirituel au-delà des arts. Le terme Yoruba désigne également une langue, une philosophie et une religion par ses limites, allégories, poésie et savoir comme le fondamental système de divination Ifa.
Ok. Cette culture est le moyen de rappeler aux communautés qui valorisent les vertus essentielles de son peuple, à savoir l'amour, la moralité, l'honnêteté, l'honneur, la bravoure, la justice, la prudence et la force d'âme. Même si de nombreux Yoruba sont aujourd'hui chrétiens ou musulmans, des aspects de leur religion traditionnelle subsistent. Dès le XVIIe siècle, avec la traite des esclaves, les Yoruba du Nigeria et du Bénin ont été déportés en Amérique. Leurs croyances se sont alors répandues à Cuba, à Haïti, au Brésil, en Guyane ou encore en Jamaïque. Ainsi sont apparus de nouveaux rites et religions directement des dérivés de la religion yoruba, tels que le vaudou, t'en parlais tout à l'heure, la santeria cubaine, le candomblé brésilien. Et bien sûr, les Yoruba, on va principalement les retrouver aujourd'hui au Nigeria. Donc, dans le culte Yoruba, la femme, elle occupe une place très importante. Elle occupe une place très importante. C'est elle qui est le bouclier entre les mauvais esprits et sa famille. C'est elle qui protège, c'est elle qui a une place importante dans les prises de décision, dans la politique. Et c'est ce qu'il a voulu mettre en avant à travers le personnage de Annie, Ryan Coogler. On y revient d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure, à cette glorification de la femme noire spirituelle, encore plus spécifiquement la femme noire, mais la femme noire spirituelle dont je parlais au départ. Annie, moi j'ai trouvé ça hyper puissant dans le film. C'est elle qui prie pour lui, c'est elle qui lui donne une amulette pour le protéger pendant son absence. Dans le club, c'est elle qui anticipe le danger, c'est elle qui empêche le diable de rentrer. Non mais vraiment, en fait, Annie, elle est prête. Ali, c'est soldat Yoruba. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. C'est une ode à la femme noire ébène. Incroyable, le fait qu'elle empêche le diable de rentrer, qu'elle soit là, et cette complémentarité qu'elle a avec Smoke. Ouais. Je pense qu'elle dit aussi quelque chose de cette logique un peu matrilinéaire aussi qu'on retrouve en Afrique, pas seulement dans la culture Yoruba, mais aussi dans d'autres sociétés africaines. Et ça, Ryan Coogler, je trouve qu'il l'a mis en avant vraiment de manière très excellente. Cet intérêt pour la culture, pour l'art et la culture Yoruba, on le retrouve de plus en plus dans la culture populaire. Comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, quand on pense la terre de mes ancêtres, je pense que beaucoup d'Afro-Américains aujourd'hui, ou pas que des Afro-Américains, même des Afro-descendants, pensent culture Yoruba. Et donc, on a l'exemple dans le film Nola Darling, par exemple, dans la 2e saison. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série, mais on a l'art Yoruba qui revient, la culture Yoruba qui revient. On a ce clin d'œil, cette manifestation à Oshun, notamment dans la 2e saison. Certains pensent que Beyoncé, par le fait d'avoir pris les jumeaux sous son aile en tant que danseur, les Twins, tu dois connaître. Alors... certains pensent qu'elle a peut-être des croyances tournées vers la culture, vers le culte Yoruba. Parce que dans le culte Yoruba, les jumeaux sont très très importants. Comme l'avait dit d'ailleurs Ryan Coogler à Sally dans cette dernière interview, cette super interview, quand elle lui avait demandé pourquoi des jumeaux, et qu'il avait répondu que les jumeaux avaient une place importante dans le culte Yoruba. Les Yoruba vouaient un culte en fait aux jumeaux. Donc certains pensent que Beyoncé, par le fait d'avoir pris des jumeaux, a peut-être vu un petit peu cet aspect-là, pas que, mais qu'elle aurait peut-être des croyances tournées vers ça. Complètement. Et si je peux ajouter quelque chose, moi, ce qui m'impressionne, j'ai eu le témoignage d'une amie qui est... je crois qu'elle étudie le Yoruba dans une école dans le 13e ici à Paris. Et elle m'expliquait qu'en fait, ce qu'il y a de la dimension un petit peu de... C'est des cours de langue, mais il y a une grosse dimension théologique dedans parce que, en fait, quand tu apprends à parler le Yoruba, c'est comme si tu développais vraiment un autre langage. Parce que les mots, en fait, toute la sémantique de cette langue-là et de cette culture, elle est attachée directement à plein de connaissances magiques, si je peux dire ça comme ça. Après, bien évidemment, il faut mesurer ce qu'on dit, comme tu dis. Mais moi, je pense que c'est pas anodin. Si on voit le nombre de références à la culture Yoruba et à la culture d'Afrique de l'Ouest en général, présentes dans le travail de certains artistes comme Beyoncé, je serais pas surprise. Complètement. Non mais moi non plus. On a aussi Taraji P. Henson qui a au Met Gala, je sais pas si tu as vu sa dernière déclaration. Donc elle a déclaré récemment lors du Met Gala, lorsqu'on lui demandait pourquoi cette tenue, elle était habillée tout en blanc. Donc elle a déclaré que sa tenue était un hommage à la culture Yoruba et aux femmes qui portent du blanc en signe de transformation lorsqu'elles honorent leur divinité.
Donc, elle a aussi dit que c'est exactement où elle se trouve en ce moment, qu'elle est en pleine transformation et qu'elle se sent en paix. Voilà, c'était ses propos. Moi, j'ai trouvé ça beau, que de manière générale, au Met Gala, qu'on rende hommage à différentes cultures africaines. Pour elle, c'était les Yoruba. Complètement. Je crois, Angela Bassett, c'était la sapologie congolaise. Donc, voilà. Alors, je pense que pour certains, il n'est pas forcément question de sortir de leur religion, parce que je sais que ça posera question peut-être à ceux qui nous regardent. Il n'est pas forcément question de sortir de leur religion, mais d'entretenir un lien. Donc ce fameux fil rouge dont je parle depuis tout à l'heure, avec l'histoire de leurs ancêtres. Et est-ce que ça rejoint pas un peu le message du culte Yoruba, comme on se le disait tout à l'heure, toute la philosophie qui entoure le culte Yoruba? Finalement, je trouve que c'est un peu ce que Ryan Coogler il dit à travers ce film. Complètement. Il dit Sinners s'adresse à toi plus que tu ne le penses. Il a dit ça? Non. Pour moi, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Parce que c'est la phrase que j'avais dans ma tête là aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas dit ça, mais pour moi, c'est ça. C'est comme s'il était en train de dire complètement. Sinner s'adresse à toi, et puis à toi, et puis à toi. Voilà. Vraiment. Il y a forcément un aspect par lequel tu vas te sentir, te ressentir, en fait, dans ce film. C'est toi aussi qui me le disais en off. D'ailleurs, tu me disais que c'était une opposition. J'ai trouvé ça très juste, une opposition, mais en même temps une corrélation entre le don et la malédiction. Donc la musique, le don que certains ont à travers la musique, et puis le côté de l'interdit. Oui, c'est même l'élément dans les religions monothéistes, oui, complètement. Et je pense d'ailleurs à cette phrase au tout début du film de la narratrice. Il y a une narratrice au début du film qui parle du don des griots pour transmettre l'histoire. Et elle dit « Ce don peut guérir une communauté ou attirer le diable ». Donc c'est très fort. La parole est magique. Elle dit ça. La parole, c'est un pouvoir. Voilà, c'est un pouvoir. C'est d'ailleurs, je vais y revenir, mais ça c'est très beau ce que tu viens de dire, parce que oui, la parole est magique. Et Ryan Coogler, il nous dit aussi par ailleurs qu'il pose la question en tous les cas. Est-ce que finalement effacer tout ça, ce n'est pas effacer notre histoire, notre héritage? Ça me fait d'ailleurs penser à un fait d'actualité. On va pas rentrer dans les considérations et dans les grands détails, surtout par respect pour la famille du défunt. Mais ça va parler à ceux qui nous regardent. Après le décès d'un célèbre rappeur français tout récemment, certaines personnes se sont quand même prononcées à la place de la famille sur la toile pour prétendre que son œuvre serait supprimée. On parle de Werenoi là. Oui, alors le rappeur j'aurais préféré ne pas le mentionner, mais pardon. Oui. Bon, ça c'est fait. Je pense que vous l'aurez reconnu. Qui on parle, ouais. Tu vois, moi j'ai tout de suite pensé à Sinners, parce que finalement, tu vois, on retrouve encore, tu vois, cette opposition entre le don et la malédiction. Absolument. Cette opposition entre le don et le péché. Il faut supprimer l'œuvre de cet artiste, parce que là, il passe de l'autre côté. Voilà. Et absolument. Donc, effectivement, il faut et c'est reconnaître aussi la puissance de cette œuvre-là, de cet art-là qu'est la musique. Moi, le message, en tout cas, que j'ai pas vu venir, qui m'a le plus marqué dans le film, dans Sinners, c'est finalement la musique, et surtout dans cette scène de transcendance-là, quand l'acteur principal, il ouvre la bouche. Moi, je sais pas vous, mais quand j'ai vu le film, je me trouvais à l'UGC des Halles, là. C'était un samedi soir de mai. La salle, elle était bondée, ma pote. On a failli pas trouver de place côte à côte, elle et moi. Et il y a même, j'ai croisé des personnes. Beaucoup de monde, c'est clair. J'ai croisé des personnes qui me confiaient qu'elles étaient là pour la deuxième fois. Ah oui. Pour voir le film. Et en fait, déjà, à chaque fois on l'a dit, sa voix, elle est envoûtante. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, ça venait... La salle était vraiment remplie. Il y avait un silence et sa voix, elle venait déchirer le silence comme ça. Carrément. C'était... franchement, on ressentait tout. On ressentait tout. Et j'ai bien aimé... Tu sens la voix, par le biais du blues, d'ailleurs. Elle est gorgée de toute l'histoire. C'est ça. De toute l'histoire, La musique blues, c'est tout cet héritage-là, c'est la mémoire d'un peuple. Et c'est une musique avec une forte mélancolie qui porte justement la douleur. Après, ça fait partie des sources d'inspiration pour composer des musiques. On le sait bien, la mélancolie, c'est une des émotions qui est véhiculée dans cette musique blues-là. Mais j'ai vraiment vu, en tout cas, la musique... qui est devenu un élément, déjà presque une personne, c'était un personnage qui était supérieur, en fait, qui était supérieur à toutes les
finalement, parce que c'était un point commun déjà entre les victimes avec les vampires, là, ils sont tous amateurs de blues. Et même d'un point de vue sociologique, là, le côté où ce réalisateur, Ryan Coogler, afro-américain, qui cherche à unir, en tout cas à rappeler, parce que lui, il étudie humblement l'histoire, le trésor, en fait, de l'histoire musicale qui vient créer une union, finalement, tu vois, le vivre ensemble à travers les populations noires dans le monde entier, et puis même toutes les populations tout court. Je trouve que c'est vraiment un message de supériorité et de paix. C'est comme si la musique qui découle de la tradition, justement, de chant, le slam, la transmission, les griots, tout ça, c'était quelque chose qui était plus fort que la haine que les humains et les groupes de population, les sociétés, les civilisations vivent et décident en fait de... Bah d'ailleurs, ça repose une question et j'avais un peu fait fuiter au départ parce que je savais que tu allais en parler. Mais du coup, j'y reviens. Finalement, Ryan Coogler, pour toi, si tu devais le décrire, tu le décrirais comment ? Parce que j'aime, tu vois. Ça, c'est des discussions qu'on a encore devant vous, mais qu'on a déjà eu en off. Ça nous a tellement passionnés, on en a parlé. Et moi, j'ai beaucoup aimé comment tu décrivais Ryan Coogler. Tu le décris comment, toi ? Alors, je sais pas si je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois. Mais c'est pas fois. grave, du moment que, voilà. Pour moi, il agit vraiment comme sa démarche, en tout cas, il vient étudier. C'est comme un élève qui se positionne il est pédagogue un petit peu, tu vois, parce que il était très empreint de la philosophie Ubuntu, tu vois, on sent qu'il a vraiment étudié ce que le peuple et la philosophie africaine a légué, tu vois, à travers la musique et toute la coutume. Et donc oui, c'est pour moi, il a été le bon élève, et après, avec son talent, il a su retranscrire, s'entourer des meilleurs pour nous pondre un nouveau chef-d'œuvre comme Sinners. Et je t'aide un petit peu. C'est, comme tu le disais, la figure du soft power. Ah oui. De cette nouvelle, en tout cas de cette nouvelle génération. Complètement. C'est quelque chose je trouve qu'il a fait avec, comme je le disais au début, en fait, cette figure soft power. Je pense que c'est vraiment la marque de fabrique Ryan Coogler. Ils ont chacun une marque de fabrique. C'est vrai que lui, c'est ça. Pas qu'à travers Sinners d'ailleurs, mais... Non, c'est ce que j'étais en train de me repasser œuvres, en fait. Dans mon esprit, en fait, à chaque fois qu'il nous sort un film, déjà la manière dont il traite des questions historiques. Complètement. Il y a toujours des fortes questions, la fracture, tu sais, entre la famille avec la morale. C'est la même chose dans Creed, c'est la même chose entre Killmonger et T'Challa dans Black Panthers. Et là, encore une fois, il réussit en fait à nous sortir ce trésor-là. Et c'est grâce, pour moi en tout cas, c'est grâce à son super pouvoir, en tout cas de retranscription de cette histoire-là, qui a un vrai trésor, en tout cas une vraie richesse, qui sait très très bien s'approprier. Et puis oui, il incite aussi à la réconciliation, Ryan Coogler. C'est ça. Finalement, ce qu'il nous dit, c'est que à travers la musique, les peuples se réconcilient. C'est ça aussi le message fort qu'il envoie à travers Sinners. C'est un grand message de réconciliation entre les peuples. Ouais. Et franchement, c'est... Allez le voir. Ouais. Pour ceux qui je vais retourner le voir d'ailleurs. Ah ouais, tu vas aller le voir. Je vais retourner le voir. J'ai pas eu le temps de le revoir, ça fait un moment maintenant. Je l'ai vu 2 fois. Hein. Moi, ça y est, pour ma part, si je devais lui donner une note à ce film, je lui donnerais un 10. Je lui donne un 10. Franchement, c'est pas abusé. Hein. Je sais pas vous nous direz, n'hésitez vraiment pas à nous donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse, moi, de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Quelle note vous donneriez-vous à Sinners? Et pareil, oui, parce qu'il y a aussi ceux on peut pas plaire à tout le monde. Il y a ceux qui l'ont pas beaucoup aimé, qui s'attendaient pas à ça. Oui, mais on ne peut pas nier le caractère. Pour moi, en tant que réalisateur, c'est révolutionnaire ce qu'il fait. Comme on a dit, la réconciliation par la musique entre les peuples, ce ne sont pas des messages qui sont trop de nos jours, dans l'actualité et puis même, qui nous entoure. Tout ce que tu as décrit de l'esthétique, du visuel, de la recherche. Non, là, on parlait de toutes les personnes qui ont bossé autour du projet. Il y a eu un vrai travail de recherche historique, etc. Ouais. C'est pour moi un film qui s'inscrit dans les classiques. Donc, en tout cas, on vous invite à partager vos pensées sur ce film en commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On sera ouverte au débat, mais c'est le meilleur film de l'année.
C'est le meilleur film de l'année. Pour moi, pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Pour le difficile moment. de faire mieux. Mais on verra ce qu'il y a proposé. On vous remercie d'avoir assisté à ce tout nouvel épisode, le tout premier Merci. de notre retour. On vous invite naturellement à mettre un like si cet épisode vous a plu, laisser un commentaire. On veut connaître vos avis sur Sinners et à partager, bien évidemment, à votre entourage si l'épisode vous a plu. Abonnez-vous, partagez s'il vous plaît. En attendant, on vous fait de gros bisous et on se dit à très très bientôt. Restez branchés, on revient très vite avec un nouvel épisode. À bientôt sur Frequencies.